Salut chers amis, donc vous entendez ici Lamine Sissoko, notre ami Lamine Sissoko qui est en Suède, Kalmar. Voilà, merci Lamine, merci. Donc la vidéo sort le 17, ils seront bientôt en studio. On a donc passé ça pour aider un peu à la promotion. Voilà, Lamine Sissoko. Vous pouvez retrouver Lamine Sissoko full account. Voilà donc, chers amis, nous allons maintenant passer au partage de l'article du doyen Ibrahima. Sans doute, beaucoup d'entre vous, en ayant vu la musique, entendu et vu la vidéo, pour un 25 décembre, se poser la question de savoir quelle animation avec Idrissa Sylla. Donc, c'est bien de l'animation avec Lamine, un choriste de renommée, qui donc vit à Kalmar, en Suède, et vous l'avez entendu avec son groupe, son trio, avec donc Ibou Kalabas et Romy Christian Bonaban. Ils vont bientôt aller en studio. Donc Lamine est un ami qui nous accompagne souvent dans nos vidéos. Donc vous reconnaissez sa musique, il aime la kora et il la joue parfaitement. Donc merci Lamine. Voilà donc, je ne peux m'empêcher de partager avec vous cet article du doyen Ibrahima Sène. Malgré ma fatigue venant d'un travail de quart de nuit, je ne pouvais ne pas le faire, tant des vérités y sont contenues. Le titre « Consensus sur le processus électoral, pourquoi tant de contre-vérités ?» Je crois que c'est le débat actuel, le processus électoral. Donc vous allez avec moi découvrir les analyses du doyen Ibrahima sur la question. Le débat politique sur le processus électoral est pollué quotidiennement à longueur de pages de journaux, dans les radios et plateaux de télévision et dans le net, par un mythe tenace avec lequel l'opposition veut faire croire que le consensus autour du code électoral qui organise le processus électoral avait toujours prévalu au Sénégal
depuis l'avènement du code électoral consensuel de 1992. Donc voilà l'introduction de cet article. Et je crois que vous avez suivi avec moi que le camarade parle de ce mythe que l'opposition est en train d'entretenir, à savoir qu'il y a eu toujours consensus parce qu'il y a eu un code électoral consensuel de 1992. Vous allez voir plus loin avec le développement du doyen Ibrahima qu'est-ce qu'il en est réellement. Si une telle affabulation ne provenait que de ces novices en politique qui sont venus dans la scène politique et dans la société civile qu'à partir de 2012, je comprendrais que leur absence d'expérience électorale pourrait expliquer leur défense acharnée de ce mythe, construit artificiellement pour entretenir une tension préélectorale sans laquelle les principaux partis d'opposition seraient absents du débat politique national, faute de disposer de griefs crédibles à articuler contre le pouvoir de Benno Bokk Yakaar du président Macky Sall. Mais ce qui est grave, c'est que ce débat polluant vient aussi de milieux politiques de l'opposition et de la société civile qui n'ont pas l'excuse d'absence de vécu électoral pour avoir toujours été les protagonistes du processus électoral depuis l'année mythique de 1992, sans pourtant jamais avoir compris les tenants et les aboutissants du consensus de 1992, auquel ils se réfèrent régulièrement. En effet, en parlant de ce consensus de 1992, ils ignorent ce qui avait permis son avènement exactement cette année-là, mais pas avant. Malgré toutes les tentatives prises à cet effet par le pouvoir du président Abdou Diouf. Pour leur gouverne, il faudrait qu'ils sachent que c'est le consensus politique de 1991 avec la formation d'un gouvernement de coalition entre le Parti socialiste, le Parti démocratique sénégalais et le Parti de l'indépendance du travail pour sortir de la grave crise post-électorale de 1988 qui a créé les conditions ayant permis, sous l'égide de la société civile, l'avènement de ce consensus historique sur le code électoral en 1992, en perspective de la présidentielle de février 1993 et des législatives de mai 1993. Donc voilà le contexte. La commission cellulaire, créée à cet effet par le président Abdou Diouf, dirigée par le président du Conseil constitutionnel de l'époque, M. Kéba Mbaye, a piloté le dialogue entre les partis au pouvoir et ceux de l'opposition pour aboutir à un projet de code électoral sans consensus entre les partis à cause de sérieuses réserves du Parti socialiste que le président Abdou Diouf, saisi par le président Kéba Mbaye, avait écarté en demandant à sa majorité à l'Assemblée nationale de l'adopter sans y changer une virgule. Le président Abdou Diouf avait ainsi scellé le consensus autour du projet de code que l'Assemblée nationale avait adopté par consensus sans débat, donnant ainsi naissance au code électoral consensuel de 1992. Donc voilà comment ce code consensuel de 1992 est sorti, qui a ouvert le processus historique de la démocratisation du processus électoral dans notre pays. Mais très vite, dès la première mise en œuvre de ce code consensuel à la présidentielle de février 1993,
les réserves du Parti socialiste se sont avérées bien fondées à cause du blocage du fonctionnement de la Commission nationale de recensement des votes, où siégeaient, à côté des magistrats de la Cour d'appel, tous les partis en lice à l'élection et qui devaient prendre ces décisions par consensus. Là où le Parti socialiste craignait qu'il serait difficile de trancher des litiges électoraux par consensus et qu'il fallait des règles de prise de décision à la place du consensus, le président Diouf croyait fermement que le consensus politique qui a présidé à l'avènement du consensus sur le code électoral allait fonctionner. C'est ce qu'il croyait, le président Diouf. Mais ce consensus politique avait volé un éclat à la veille de la présidentielle à cause du départ de Maître Wade et de ses partisans du gouvernement de coalition. Je crois que pour ceux d'entre vous qui avaient suivi cette péripétie, vous vous en rappelez très bien. Donc le départ de Maître Wade et de ses partisans du gouvernement de coalition qui était composé, comme je l'ai dit plus haut, du Parti socialiste, du PIT et du PDS. C'est cette rupture du consensus politique qui a mis fin au consensus sur le code électoral. Je me répète, c'est cette rupture du consensus politique qui a mis fin au consensus sur le code électoral, avec le blocage du fonctionnement de la Commission nationale de recensement des votes. Ainsi, si ce blocage n'était pas levé à temps, le Sénégal allait tout droit dans une grave crise de légitimité du président sortant à la fin de son mandat. Le pays vivait donc la plus grave crise institutionnelle de son histoire politique, après celle de 1962 qui avait opposé le président Dia au président Senghor. Il a fallu, pour éviter ce désastre, que le président du Conseil constitutionnel, M. Kéba Mbaye, prenne sur lui la décision historique de trancher unilatéralement le conflit sur le mode de prise de décision de la Commission nationale de recensement des votes en édictant les règles qui transfèrent aux magistrats de la Cour suprême qui y siègent le pouvoir exclusif de décider des résultats provisoires et de les proclamer au nom de la Commission avant de démissionner de façon spectaculaire de ses fonctions de président du Conseil constitutionnel. C'est ainsi que le consensus de 1992, dont il avait présidé l'avènement, fut enterré de belle manière, suscitant l'ire de Wade, qui s'estimait lésé par ces résultats qu'il avait contestés devant le Conseil constitutionnel, qui entre-temps avait changé de président et qui avait validé les résultats provisoires proclamés par la Commission nationale de recensement des votes. C'est dans ces conditions de vive tension post-élection présidentielle que se sont tenues les législatives de mai 1993 avec l'assassinat du vice-président du Conseil constitutionnel. Avant sa saisine pour statuer sur les résultats provisoires des législatives proclamés par la Commission nationale de recensement des votes, qui a procédé de la même manière que lors de la présidentielle. Mais cet assassinat, qui visait politiquement à empêcher la proclamation définitive des résultats par le Conseil constitutionnel, n'a pas pu réussir son objectif. Depuis lors, il n'y a jamais eu de consensus sur le code électoral, faute de consensus politique préalable, et à partir de cette date fatidique, toutes les élections ont été organisées sous haute tension politique. Je répète la phrase. Depuis lors, donc après l'assassinat, il n'y a
jamais eu de consensus sur le code électoral, faute de consensus politique préalable, et à partir de cette date fatidique, toutes les élections ont été organisées sous haute tension politique. Même les concessions faites par la suite dans le code électoral ont été obtenues à la suite de fortes tensions politiques entre pouvoir et opposition, sans qu'elles n'aient jamais été l'objet de consensus. C'est ainsi que l'institution de l'Observatoire national des élections, ONEL, présidée par un magistrat à la retraite, et la nomination d'un général à la tête du ministère de l'Intérieur ont été une réponse unilatérale du président Diouf aux revendications de l'opposition qui voulait une commission électorale nationale indépendante, CENI. De même, sous le président Wade, la commission électorale nationale, Sénat, a été sa réponse unilatérale à la place de la CENI et le remplacement au ministère de l'Intérieur du général par un cadre national de son parti. Même la décision unilatérale ultérieure de Wade de créer auprès du ministre de l'Intérieur un secrétariat chargé des élections a été perçue négativement par l'opposition, qui prenait cette concession comme une manœuvre visant à laisser à son ministre de l'Intérieur partisan la haute main sur l'organisation matérielle des élections qui incombe à l'administration territoriale. En outre, les concertations autour de l'audit du fichier sous le président Diouf comme sous le président Wade n'ont jamais abouti à un consensus, comme c'est le cas aujourd'hui avec le président Macky Sall. C'est ainsi que le fichier a toujours été suspecté par l'opposition d'être piégé, quelles que soient les assurances données par les partenaires aux concertations issus de la société civile ou des PDF du gouvernement. Cependant, malgré l'absence de consensus sur le code électoral et la persistance des suspicions autour du fichier électoral, qui a valu à notre pays de connaître de vives tensions politiques à la veille de chaque échéance électorale, les élections, depuis la tragédie de mai 1993, se sont passées dans la paix civile et 2 alternances démocratiques y sont produites dans le calme et la stabilité. Sous le président Macky Sall, ce sont les mêmes revendications de l'opposition sur le code électoral, CENI, ou personnalité neutre au ministère de l'Intérieur, et les mêmes suspicions autour du fichier électoral qui continuent de créer de vives tensions à chaque échéance électorale. À ces motifs de tension politique s'est ajoutée la décision du président Macky Sall de rationaliser et de moraliser les candidatures aux différentes élections par l'institution d'un parrainage citoyen pour tous, et non plus seulement pour les candidats indépendants, qui est une présélection des candidats par les citoyens, accompagnée de la réduction de la caution de 65 millions à 30 millions, afin de réduire le poids de l'argent dans cette sélection. Cependant, malgré l'accumulation de ces griefs de l'opposition et leur activisme intense dans les médias, notamment dans les réseaux sociaux, la tension politique qu'elle suscite n'a pas atteint jusqu'ici le niveau d'intensité toujours connu par notre pays durant la période de préparation et de dépôt des candidatures. Le climat politique à pareille période n'a jamais été aussi serein, malgré les menaces qui fusent dans les médias et les différentes tentatives de perturbation du climat politique
n'ont pas encore entraîné des affrontements avec mort d'homme, contrairement à pareille époque en 2011, où les affrontements avec les forces de l'ordre en avaient déjà causé un bon nombre. C'est donc dans le but d'inverser cette tendance lourde vers un soutien dans la paix civile et la stabilité que des partis de l'opposition, appuyés par des organisations de la société civile en manque de visibilité, continuent d'entretenir le mythe fallacieux d'un prétendu consensus qui aurait présidé à toutes les échéances électorales antérieures. Le maintien de ce mythe est une stratégie de pré-campagne électorale pour l'opposition, alors que pour certaines organisations de la société civile, c'est un stratagème de positionnement national qui leur est nécessaire pour leurs relations internationales afin de justifier les soutiens financiers dont elles bénéficient. Ainsi, ceux de la société civile qui les soutiennent à entretenir ce mythe ont choisi par l'opportunité que leur donne cette agitation de l'opposition de montrer à leurs mentors étrangers leur façon de s'engager dans la défense de la démocratie et des droits humains pour justifier leur rétribution. Mais à leur grand malheur, les griefs de l'opposition sur le processus électoral ne sont pas aussi bien partagés par l'opinion, comme cela le fut en 2011, lorsque cette opinion se mobilisait contre le troisième mandat de Wade. Et surtout, ils n'ont pas coïncidé avec une quasi-insurrection contre les coupures de courant en ville, contre l'accaparement des terres dans le monde rural et contre les agressions physiques dont la presse et les journalistes ont été l'objet à l'époque. L'opposition et ses organisations de la société civile n'ont pas encore compris qu'aujourd'hui, il n'y a pas de détérioration générale du climat social, comme ce fut le cas en 2011, qu'elles pourraient adjoindre au climat politique délétère qu'elles entretiennent par voie de presse et d'Internet dans l'objectif de le rendre explosif, comme en 2011 à la même période. Cette tentative désespérée de répéter l'histoire est rendue vaine par les politiques sociales mises en œuvre dans les politiques publiques du président Macky Sall, qui ont fortement contribué à apaiser le climat social tendu qui était hérité du président Wade. Pardon. En effet, la baisse de l'impôt sur les salaires dès 2013, l'augmentation du SMIC qui est passé de 36 243 000 depuis 1996 à 52 500 francs depuis le 1er juin 2018 et celle des pensions de retraite dans le secteur privé de 40%, l'institution d'une pension minimale à hauteur de 80% du SMIC, la subvention des produits pétroliers qui a permis de ne pas répercuter la hausse du prix du baril sur les tarifs de l'électricité, qui ont même baissé de 10%, et sur le prix du carburant à la pompe et du gaz domestique, et le blocage des prix des produits de première nécessité par leur administration ayant produit un taux d'inflation moyen durant la période de moins de 2%. Ont, dans un contexte d'approvisionnement maîtrisé de l'électricité, significativement contribué à améliorer le pouvoir d'achat des populations. De même, les politiques mises en œuvre pour réduire la fracture sociale avec les bourses familiales et la CEMI, et pour répondre à la fracture territoriale avec le PUDC et le PUMA, ont fortement
contribuer à réduire l'exclusion sociale et territoriale dont sont victimes des décennies durant les populations à l'intérieur du pays, notamment de celles vivant dans les régions dites périphériques. C'est donc ce climat social apaisé qu'ils ont retrouvé, que les citoyens ne veulent pas voir perturbé par un climat politique de tension, artificiellement entretenu par le mythe d'un consensus sur le processus électoral en perspective de la présidentielle du 24 février 2019, qui est brandi comme condition d'une élection apaisée. Ce mythe n'est en fait qu'un paravent qui est plus honorable aux yeux des observateurs à l'étranger, mais qui vise à couvrir leur véritable agenda caché, qui est leur volonté de créer des conditions d'empêcher ou, à défaut, de perturber fortement la tenue de la présidentielle du 24 février 2019, à laquelle leurs candidats, par des raisons judiciaires et ou de défaut de parrainage citoyen, ne peuvent pas participer. Pour conclure, voilà ce que le doyen Ibrahima Sène dit, que je partage, et je pense que beaucoup d'entre vous vont partager cette conclusion et vont sans doute partager cet audio. Il dit qu'il urge donc de dégonfler ce mythe pour mettre à nu ce véritable agenda caché qui interpelle certes l'État au premier chef, mais aussi les républicains et les démocrates dans tous les partis politiques et dans toutes les organisations de la société civile au pays et dans la diaspora, pour leur barrer la route et défendre la tenue d'une présidentielle apaisée le 24 février 2019 en mettant en place toutes les dispositions nécessaires devant permettre aux citoyens d'exercer leur droit de vote en toute sécurité. Je vous remercie. Voilà donc, chers amis, cet article extrêmement intéressant et important du doyen Ibrahima Sène, paru aujourd'hui, disponible à sa page Facebook, que je tenais donc à partager avec vous. Maintenant, les commentaires sont libres. Chacun y aura sa lecture, mais en ce qui me concerne, cette alerte est extrêmement importante et elle est extrêmement urgente. Et il nous appartient aux uns et aux autres de la porter dans l'opinion pour effectivement barrer la route à ces fossoyeurs et dégonfler, comme il le dit, ce mythe. Je vous donne rendez-vous pour d'autres partages à tout moment, tout en vous souhaitant un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Merci.
Voilà, donc c'est la fin. Merci beaucoup et merci de partager l'audio. Pour ceux qui viennent d'arriver, donc vous pourrez peut-être écouter dès, dès la fin. J'ai oublié de dire que Diaspora et Bercail Ensemble Debout que vous voyez sur l'écran, c'est le nom d'une page Facebook, de ma page Facebook, l'une de mes pages Facebook. Donc, Diaspora et Bercail Ensemble Debout, créée durant les élections législatives. Voilà, cette page a été créée durant les élections législatives pour donc abriter ma campagne, parce que j'en doute, je pense que vous vous souvenez très bien que j'étais candidat aussi à la candidature au niveau de Benno Bokk Yakaar, donc pour le poste de député, euh, on avait un titulaire et un suppléant, donc pour le département Amérique-Océanie. Et les différents partis avaient donc des candidats à la candidature dans Benno Bokk Yakaar. Et vous vous souvenez qu'en fin de compte, c'est le camarade Aboubakry Diallo et Nogué Mboup qui ont été retenus. Aboubakry comme titulaire et Nogué comme suppléant. Et cette liste a gagné les élections, donc les élections législatives au niveau de notre département Amérique-Océanie. Donc c'est États-Unis, Canada et l'Amérique latine. Voilà, donc c'est le nom de la page que j'avais créée à cet effet, Diaspora et Bercail Ensemble Debout. Et c'est bon, pour Gessou, c'est une rubrique. C'est la rubrique, c'est une de nos rubriques dans Facebook que nous utilisons pour partager donc certaines émissions et certains articles, comme cet article du doyen Ibrahim Sen, certains articles que nous reprenons en audio. Voilà, donc c'est une rubrique. Il y a une autre rubrique, Parlons économie. Voilà, donc, et Gessou, pour ceux qui s'en souviennent, c'était le nom d'une revue de recherche du Parti de l'indépendance du travail. Voilà, une revue qui a beaucoup contribué à éclairer et à édifier l'opinion sur beaucoup de questions idéologiques, politiques et théoriques. Et ça nous fait penser aux camarades Simou Pathé Gueye, jeune si yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana. Voilà, donc des camarades qui ont beaucoup contribué au travers de cette revue, notamment le camarade Ahmad Dansokho, à qui nous souhaitons de meilleurs établissements de santé. Voilà, et une très bonne fin d'année. Voilà, donc merci à tous ceux qui ont suivi. Et également merci à tous ceux qui auront l'occasion d'écouter l'audio qui vient d'être donc enregistré pour partager cet article du camarade Ibrahim Sen intitulé Consensus sur le processus électoral, pourquoi tant de contre-vérités? Et je crois que c'est ça le débat actuel au Sénégal. Voilà, à bientôt pour d'autres partages. Et une fois de plus, joyeux Noël et bonne fête de fin d'année. Merci.